Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à nos programmes. Nous sommes jeudi 17 septembre et au sommaire de cette édition, la visite de Macky Sall à Keur-Massar ce jeudi. Le président de la République s'est rendu au plus près des Sénégalais en acte de soutien face aux inondations. Des décisions majeures annoncées sur place à découvrir en début d'édition. Opération coup de poing contre la vente illicite de pain dans les boutiques de quartier. La direction du commerce intérieur a saisi plusieurs chariots et fermé des boulangeries pour non-respect des normes sanitaires. Coronavirus, la tendance baissière se maintient et si l'hypothèse d'une immunité collective était plausible, l'IRSF a rendu public son étude sur la baisse des cas positifs qui prouve que le Sénégal a dépassé le pic. Et enfin, les échos du Conseil des ministres ce jeudi à Gueye rebondissent sur l'instruction de Macky Sall d'activer le mode fast track, reportage auprès des petites mains du Lac Rose. Et tout de suite, le développement. Macky Sall à Keur-Massar auprès des familles sinistrées. Une pile de décisions fortes annoncées sur place. Il s'agit d'abord de la départementalisation de Keur-Massar, la restructuration des quartiers Malika, Mbobos et Yeumbeul. Le chef de l'État a également ordonné l'arrêt des lotissements dans les cuvettes. Le compte-rendu de cette visite de solidarité du chef de l'État signé Mamadou Lamine Fati. Un rêve devenu réalité. Keur-Massar sera érigé en département, selon le président Macky Sall. L'autre point que je voudrais dire à l'endroit des populations de Keur-Massar, c'est que j'ai décidé, compte tenu de l'ensemble des problèmes qui sont là dans cette zone, la population, la densité, vous l'avez rappelé, monsieur le délégué, les problèmes d'assainissement et d'urbanisation, j'ai décidé vraiment maintenant de faire de Keur-Massar un nouveau département. Et depuis plusieurs années, d'ailleurs, nous y travaillons. Et je demanderai au ministre en charge des collectivités territoriales, au ministre de l'Intérieur également, de travailler avec les autorités administratives, avec les élus, avec les autorités coutumières de la zone, les maires de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque dans les parties comme Djahaï et autres, pour voir la cohérence territoriale pour le futur nouveau département de Keur-Massar. En visite à Keur-Massar, le président Sall, sensible à la situation des sinistrés, demande aux maires de ne plus autoriser les constructions dans les zones inondables. Mais je voudrais demander aux maires en particulier, sous la supervision des autorités administratives, il faut que nous cessions de donner des lotissements dans des zones de cuvette. Autrement, tout ce que nous faisons ne servira à rien. Parce que chaque fois que nous aurons traité un problème, les gens iront dans des marigots pour y faire des lotissements. Et donc, dès qu'il y a une pluie, nous aurons encore un spectre désolant des inondations. Par ailleurs, les habitants de Mbobos, Malika et Yeumbeul, qui ont toujours demandé une restructuration, auront gain de cause, selon le président Sall. Je voudrais aussi vous dire que des actions très importantes seront engagées sans délai pour la gestion de Mbobos et de tout ce qui entoure Mbobos, pour la gestion de cette décharge, mais également pour la restructuration des quartiers autour de Malika, autour de Keur-Massar. Et tout cela, c'est un package d'investissement très important que le Sénégal va apporter. La gestion des inondations sera une priorité. Avec l'accélération du plan décennal de lutte contre les inondations, 13 milliards pour la connexion des réseaux de drainage des eaux pluviales. Une part belle pour le futur département de Keur-Massar. Une boutique sous les eaux, un boutiquier sous de tristes auspices. Nous sommes toujours à Keur-Massar. Habib Diallo a perdu beaucoup de sa marchandise à cause des inondations. Actuellement, son commerce est au point mort. Plus rien ne marche. Son seul souhait, voir les eaux de pluie disparaître ainsi que sa détresse. Papa Lunsar, Serine Saludem et Cher Ougaï l'ont rencontré pour ITV. L'espoir de tout commerçant d'ouvrir sa boutique le matin pour guetter des clients n'habite pas Habib Diallo. Non, nous, on est perdu de l'espoir pour le moment. Un moment difficile avec ces eaux de pluie qui ont envahi sa boutique et détruit la majeure partie de ses marchandises. Les pertes sont énormes pour ce vendeur qui mène ses activités à Keur-Massar. Pour le moment, on est un peu fatigué parce que depuis le samedi, la pluie se trouve dans la boutique.
Il y a beaucoup de marchandises que nous avons perdues ici. Il y a du riz, le lait, du sucre, beaucoup de marchandises. Il y a d'autres marchandises qu'on a jetées ça parce qu'on ne peut pas récupérer ça. Si on a estimé, on a perdu plus de 400 000, mais jusqu'à l'instant, on ne peut pas tellement estimer parce que jusque-là, que l'eau se trouve dans la boutique. Les eaux de pluie en ont même fait leur antre. Depuis les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale sénégalaise, beaucoup de produits achetés par Habib Diallo pour les revendre sont sous les eaux. Rien à faire, juste observer ce spectacle désolant. Pour que tu gagnes un autre magasin ailleurs, c'est difficile. Et si tu dis que tu veux sortir cette marchandise-là ici, tu vas perdre encore beaucoup de choses. Plus que les marchandises qu'on a perdues. Tu as vu tout ça là, tout le deux frigos et l'autre marchandise ailleurs là-dedans. Si tu es arrivé, tu vas venir ouvrir la porte pour que les marchandises qui restent gagnent un peu d'aération et tu fermes encore, tu restes en haut. Je ne sais pas comment on va faire. Habib Diallo en a déjà perdu énormément et n'essayait même pas de lui apporter une aide alimentaire. Nous, on ne veut pas le nourriture comme ça ou bien le matelas comme ça. Ça nous intéresse pas. Ce boutiquier veut des solutions structurelles. Normalement, il veut venir sortir l'eau et faire la canalisation. C'est ça que nous voulons. Mais le matelas, on ne veut pas. Habib Diallo, comme la plupart des boutiquiers qui mènent leur commerce à Keur Massar, voit le rêve en train de se noyer sous les eaux de pluie. Un cauchemar presque sans fin. Merci Papa Lunsar. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serine Baitiam, a procédé ce jeudi au lancement de la deuxième phase du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles. Cette conduite principale de distribution d'eau potable s'étale sur 10,4 km. Elle va alimenter Ouakam, Ngor, Yoff Pexi, les parcelles Asseni, Nord-Foire et la Padoua à Damassar et Souleymane Meng. La région de Dakar couvre 0,3% du territoire national avec 3,7 millions d'habitants, soit 22,1% de la population au niveau national. Une forte agglomération qui nécessite plus d'approvisionnement en eau. Nous avons les composants du projet qui sont une usine de pompage et de traitement d'une capacité de 50 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. Nous avons cette conduite principale dont vous avez pu voir le tracé qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau de quartiers de Dakar, notamment de Ouakam, de Ngor, des Almadies, de Nord-Foire, de la cité Apexi et une partie des parcelles Asseni et de la Padoua. Le gouvernement japonais compte multiplier la coopération avec le Sénégal. Ce financement à hauteur de 137 milliards de francs CFA par la JICA entre dans ce cadre. C'est une composante du projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer d'un coût de 137 milliards de francs CFA financé par un prêt concessionnel du gouvernement du Japon à la suite d'un accord de prêt signé en 2016 à Dakar. Le gouvernement du Japon souhaite que cette riche expérience se poursuive et se renforce avec ce projet de dessalement de l'eau de mer. Les autorités municipales de Ouakam louent les bienfaits du projet. Elles étaient réticentes au début. Moi particulièrement, je me suis déplacé avec les services de la SONES pour vérifier parce qu'au début du projet, j'étais un peu sceptique. On nous parlait de déchets, on nous parlait de la montée du sel au niveau de notre mer. Donc moi, je me suis déplacé avec l'association des pêcheurs et d'autres organisations pour aller vérifier de visu. Au niveau de Oman, on a vérifié plusieurs usines, mais j'ai vu que le poisson est devenu beaucoup plus abondant là-bas.
mais pour rassurer nos populations, pour dire que vraiment c'est un projet qui vient à son heure. Avec un délai d'exécution de 15 mois, ce projet va améliorer l'alimentation en eau potable des quartiers d'Angor, Wakam, Almadi, Yoff Apexi, Parcelles Assainies et Padoua. Seulement jusqu'ici, aucune garantie sur les précautions envisagées pour faire face à d'éventuels impacts sanitaires et ou environnementaux. Parlons toujours de mer, la liste est non exhaustive. Plusieurs centaines de pêcheurs ont disparu en mer justement. Le ministère de la Pêche a mis à la disposition des pêcheurs de Mbour des balises qui peuvent être géolocalisées. Direction la Petite Côte, retrouvez notre correspondant Muntaga Khan. Ces balises de géolocalisation peuvent donner la position des piroguiers très rapidement, ce qui est de nature à réduire les disparitions des pêcheurs en mer et les cas de perte en vies humaines. Pour qu'on puisse doter les pirogues de type artisanal des balises de géolocalisation qui à 5 minutes au temps T peut tracer et donner la position de ces pirogues. Ce qui va forcément peut-être réduire les disparitions en mer et les pertes en vies humaines. Pour obtenir ces balises, les pêcheurs devront mettre la main à la poche pour compléter la subvention de l'État. On va mettre un système d'acquisition qui sera, vous le savez, tous les matériels de pêche sont exonérés au Sénégal. Donc le système, peut-être le pêcheur va donner un reliquat, l'État va essayer de mettre en place un système de subvention et les pêcheurs vont contribuer un reliquat pour l'acquisition de ces balises. Les analphabètes n'auront aucun problème pour décrypter les messages de ces balises. Le secteur de la pêche, il y a moins de 7% qui sont instruits. On les avait demandé de mettre des dessins qui pourront communiquer les besoins des pêcheurs. Il y a un bouton SOS de détresse qui est universel, qui peut nous indiquer directement la position où vous vous trouvez. Donc ça va réduire le temps de recherche. On va aller directement chercher la personne. Le président du quai de pêche s'en est beaucoup félicité. C'est un projet très utile. La sécurité n'a pas de prix. Si on nous amène un équipement qui nous permet d'avoir une sécurité extraordinaire, on applaudit du demain. On est très content de l'accueillir. La vie n'ayant pas de prix, chaque pêcheur a intérêt à s'en procurer. Je disais en sommaire, malgré les mesures d'interdiction, le pain se vend toujours dans les kiosques et boutiques de quartier. À cet effet, la direction du commerce intérieur a mené une opération coup de poing. Certaines boulangeries ont été fermées pour non-respect des normes sanitaires et des chariots de distribution de pain saisis. Nos équipes ont suivi ces opérations. Boubacar Dieng et Seydina Mbaye. Des murs noirâtres qui témoignent à suffisance de la chaleur qui règne dans cette boulangerie. Autre chose qui attire notre attention, les bidons d'essence arrimés au four. Des motifs de fermeture valables pour les agents du service régional du commerce de Dakar. Vous nous avez trouvé juste sur le terrain en train de fermer une boulangerie. On est en train de le fermer pour 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'il faut d'abord que les boulangeries soient salubres, soient propres et répondent aux normes d'hygiène requises. Deuxièmement, chaque fois qu'on trouve un véhicule qui n'est pas approprié pour livrer le pain, on sévit. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tout cet arsenal de véhicules-là. Il y a énormément de saisies qui sont là-dedans. Bon, ensuite, les boulangeries désormais sont astreintes à une déclaration obligatoire. Celle-ci n'a pas fait de déclaration, c'est pourquoi vous avez assisté à la fermeture. Pris de court, le gérant de la boulangerie dit avoir respecté l'interdiction de la distribution de pain avec des chariots, même s'il n'a pas encore les papiers administratifs pour exercer. Ils sont venus sans nous avertir. Nous avons introduit les dossiers pour la légalisation de notre boulangerie, mais ce n'est pas encore effectif. C'est une grosse perte pour nous car nous avons déjà fait beaucoup de pain qui ne sera pas vendu à cause de la fermeture et c'est vraiment désolant. Les clients de la boulangerie Kerchérou Tianaba sont aussi surpris par la fermeture, comme cet homme qui compte changer de menu pour son petit déjeuner. J'ai été surpris de constater la fermeture de la boulangerie. Je pense que je vais soit acheter du beignet, soit faire le tour des boulangeries de la Médina. Vous savez, nous avons l'habitude de manger du pain au petit déjeuner. Selon Mamadou Martar Fall, des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues. Sur la loi 94-103 du 22 août 1994 sur le contentieux économique,
prévoit des sanctions dans ce genre d'activité. Il faut une vente illicite de pain. Bon, donc c'est une tromperie qualitative et la loi prévoit des sanctions pécuniaires et même pénales. L'objectif de cette opération est de fermer les boulangeries qui ne respectent pas les normes sanitaires, le retrait des pousse-pousse et vélos du circuit de distribution du pain, mais aussi sanctionner toutes les boutiques qui vendent du pain et la fermeture des kiosques. Une vingtaine d'équipes est sur le terrain. L'opération est d'une durée illimitée. Cette opération suscite bien entendu des réticences. Du côté des consommateurs, l'on estime que les kiosques dans les quartiers sont beaucoup plus accessibles que les boulangeries. Et voici le reportage de Aminata Ba et Mafalfal. Des pains bien rangés, des clients qui entrent et qui sortent. Nous sommes dans la boulangerie Khadim Rassoul. Ici, tout semble normal au moment où les services du commerce intérieur mènent une opération coup de poing contre la distribution du pain. Papis, gérant de la boulangerie, approuve cette initiative. L'initiative nous arrange, mais dans certaines conditions, les kiosques doivent être éliminés et favoriser les autres lieux de vente car ces places ont plus d'hygiène et d'entretien. Je souhaite vraiment que nos dirigeants nous informent à temps pour qu'on puisse respecter les mesures. Toutefois, les sanctions annoncées par les autorités compétentes ne sont pas du coup de ce boulanger. Moi, je ne suis pas d'accord pour la fermeture de toutes les boulangeries qui ne respectent pas les règles, car parmi les gérants, il y a des débrouillards. Ces clients saluent cette opération, mais ils demandent l'implantation des kiosques dans chaque coin de rue. C'est une bonne décision car on doit bien réglementer la vente du pain pour éviter certains risques. Et l'État aussi doit penser à ceux qui habitent loin des boulangeries et créer des kiosques. La direction du commerce intérieur compte assainir le secteur de la boulangerie. L'objectif, veiller à une bonne livraison du pain et un environnement sain dans ces lieux. Autre chose, au lendemain de la condamnation de Lamine Diack et de son fils Pape Massata Diack, le conseiller en sport du président de la République assure que l'État sénégalais va poursuivre les efforts diplomatiques. Nongo Ndiaye dit garder espoir dans cette affaire. Regardez. Ces avocats, ces conseils juridiques ont décidé d'interjeter appel, ce qui montre qu'ils ont vu, comme nous, que justice n'a pas été rendue. Donc, ils continuent la bataille judiciaire et que nous, de notre côté, nous continuons l'accompagnement, le suivi nécessaire pour que, au lendemain de tout cela, que le doyen Lamine Diack revienne vers sa famille. Parce que je crois qu'il mérite une bonne retraite après les services rendus au sport mondial, après les services rendus à l'athlétisme mondial. Nous n'avons pas comme rôle de mobiliser des foules ou de faire un peu le populisme, mais de continuer à travailler, à supporter les fils et les filles du Sénégal, d'où qu'ils puissent être. Et aujourd'hui, Lamine Diack est un exemple sur lequel le gouvernement du Sénégal a montré qu'il s'attache aux valeurs sénégalaises, ses valeurs d'entraide, ses valeurs d'accompagnement de ses enfants. Les détails, nous ne pouvons pas les donner, mais on a toujours été à ses côtés et il le sait, sa famille le sait, et que c'est ce qui est l'essentiel. Le reste, les populations ont le droit de faire leur opinion, mais ce n'est pas au gouvernement de s'organiser dans les rues pour montrer à qui quoi que ce soit. Et le bulletin santé du jour, un décès ce jeudi, 50 nouvelles contaminations sur un total de 1312 tests effectués. 23 de ces nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire. Le bulletin du jour fait également état de 167 patients qui ont été déclarés guéris, mais 31 autres sont toujours dans un état grave.
La tendance baissière se maintient quand même et l'IRSF a rendu public son étude réalisée sur la baisse des cas positifs. Justement, ces chercheurs parlent de phase de décroissance et selon eux, l'hypothèse d'une immunité de la population n'est pas à écarter. Et nous allons à ce propos écouter le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Si nous jugeons par là où nous nous situons de par les chiffres qui sont enregistrés, nous avons certainement atteint le pic très rapidement parce que nous avions fait une modélisation et la modélisation tombe à peu près. On avait toujours dit que certainement le pic serait entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je crois qu'on n'est pas très loin et on est en phase vraiment de décroissance. Donc ça, c'est ce qu'on observe actuellement sur cette pandémie, par les chiffres, mais également par le taux de létalité également qui baisse. On voit moins de morts et également par le taux des cas graves. Donc il semble que dans cette phase-là, on est vraiment dans une phase de décroissance. Mais ça doit amener à la prudence quand même. Je crois que c'est un constat. Ce constat peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On a parlé un peu du fait que l'évolution de l'épidémie, avec une immunité qui soit un peu l'immunité au niveau de la population. C'est une hypothèse qui semble tenir, je dois le dire, mais j'annonce avec beaucoup de prudence que nous avons des chiffres préliminaires qui vont dans ce sens et qui semblent montrer vraiment un taux de circulation du virus relativement faible dans la population, mais avec des taux, par exemple, d'anticorps assez élevés. Mais ça, je ne veux pas trop m'engager, c'est des résultats préliminaires. Donc, il semble que ce soit une des hypothèses. Et nous parlons de cette visite du délégué général à la promotion des pôles urbains au domaine industriel de Diamniadio. Le site est occupé par une trentaine d'unités industrielles qui travaillent dans le bâtiment ou encore la confection et l'agroalimentaire. L'industrie du textile est au cœur de la production de masques avec un stock de 16 millions d'unités. Reportage Babacar Seck. La délégation générale pour la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose a effectué une visite au domaine industriel de Diamniadio. Le délégué général a pu se rendre compte de la variété des unités de production dans le pôle. Vous savez, la plateforme représente un axe très fort dans le PSE parce qu'il est inclus dans ce que j'appelle la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Qui parle d'industrie parle de valeur ajoutée, production, moyenne consommation intermédiaire. J'ai visité vraiment avec intérêt. J'ai vu au moins 30 entreprises qui fonctionnent, 40 en voie de démarrage et d'autres en idée de projet. Je suis très séduit parce que l'investissement est fondamental, qu'on appelle encore la formation brute en capital fixe. Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, les unités du parc industriel ont su s'adapter, ce qui a permis la production de 16 millions de masques par les industries spécialisées dans le textile. Nous avons également, si vous vous rappelez bien, réorienter les productions vers la confection de masques. Aujourd'hui, le stock de masques au niveau de notre entité, de la plateforme, dépasse 16 millions de masques. Ça veut dire que tous les Sénégalais peuvent avoir au moins un masque ici. C'est un stock de sécurité pour le pays. Donc, au niveau de la gestion de Covid, on a réorienté les exploitations et certaines entités ont travaillé 24 heures sur 24, ont même travaillé les dimanches. Pour renforcer le réseau d'assainissement dans le pôle urbain de Diamniadio, le délégué général à la promotion des pôles urbains a annoncé des travaux d'un coût de 67 milliards. Jeudi, le président Sall a rappelé la nécessité d'activer le mode fast track pour la satisfaction du citoyen. Nous nous sommes intéressés aux petites mains du Lac-Rose. Toutes ces personnes qui s'activent autour et qui sont angoissées par toutes ces sortes de lenteurs et de soutien public qui tardent à arriver. Reportage à Sangay dans les Échos du Conseil des ministres. Nous avons repris le bâton de pèlerin pour marcher sur l'eau. Les balades ici ne manquent pas de sel. Le lac est fait pour être visité. Ce que nos yeux peuvent voir de plus beau est procuré par cet endroit bucolique, malgré les vicissitudes et les effets anthropiques.
Sur fond de torpeur, d'éloges de la lenteur et de quelques minces lueurs d'espoir, les petites mains pratiquent leur métier comme elles le peuvent. Le piroguier, l'antiquaire, le producteur de sel, la vendeuse à la sauvette, le maraîcher, chacun ici a une vague idée du fast-track, concept réitéré en Conseil des ministres. Le ralentissement généralisé, les activités en berne ont dérégulé tous les écosystèmes. Quand la flopée de touristes n'est plus au rendez-vous, l'on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. À 60 ans révolus, Amat semble avoir réussi sa reconversion. Retour à la terre au détriment de l'occupation aléatoire d'antiquaires. Rien n'est plus durable que les graines, les pépinières et l'humus qui les fait pousser. L'herbe est plus verte ailleurs, pensait-il. Mais les charges et le manque d'appui public le laissent songeur. Il n'a rien d'un fataliste, mais ne veut pas se faire raconter de salade. Les petits exploitants ne sont pas aidés, les politiques publiques, c'est un peu trop en apesanteur selon ses dires. Sa politique à lui, sa volonté, c'est de disposer de pompes et de panneaux solaires pour ne plus être otage du carburant cher. En attendant, les retombées de l'exploitation agricole sont assurées par les produits des récoltes que les deux épouses qui prêtent main forte vont placer rapidement sur le marché. Par ces temps donc, ça nage beaucoup en eau trouble aux abords du lac. La dame qui naît s'active dans le filon des souvenirs pour vacanciers. Son panier lui reste pourtant des jours entiers entre les mains ou sur la tête. À l'instar de la trentaine de femmes qui ont investi le créneau, les articles ne s'écoulent qu'à compte-gouttes. Elles ont l'impression ici, ces femmes, d'être laissées pour compte. Malgré le fast-track annoncé, c'est un peu la descente aux enfers. Djedjou a de l'expérience. Dans sa boutique, le marchand d'art confie que tout a été dérégulé par le départ du rallye en 2007, la Covid de 2020 et des politiques souvent sans prise avec la réalité. Pourtant, au Lac Rose, tout n'est pas morose. Pour les 85 antiquaires du site, les subventions Covid commencent à arriver. Et ce sera un demi-million pour chacun d'entre eux. Ousmane, quant à lui, est un touche-à-tout, antiquaire et piroguier à la fois. Après 6 mois de disette, son activité tangue dangereusement. Il s'offusque que les autorités n'adressent pas correctement les questions de sécurité et son secteur est aujourd'hui plus que désorganisé. Tout ne devrait être ici que tendresse et volupté. Les écrins de verdure, les maisons vernaculaires, les dunes de sable fin interminables et même la beauté des pur sang, tous les ingrédients sont réunis pour que tout le monde trouve son compte. Mais une fois la crise passée, avec la mise en place, espérons-le, de politiques avisées et efficaces, chaque petite main, chaque petit entrepreneur pourra retrouver le cours normal de sa vie.
Merci à Sengay pour ces échos du Conseil des ministres. D'autres échos jeudi prochain sur ITV. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Et dans quelques instants, Khalifa Diaraté pour la suite de la Total Bloc d'information. Demain et le reste du week-end, vous serez en compagnie de Osama Monique Sagna. Bonsoir à tous.